Bonsoir Christelle. Tom. Alors, nous arrivons au 67e CITREP. Ouf, hein, parce qu'on n'est plus le 66e. Et on est le 2 décembre, donc voilà. Alors bon, on peut se permettre un petit peu une zone d'humour parce que bon, apparemment sur le front, les choses se sont un peu calmées. Ouais. Mais enfin, des menaces demeurent et pas des moindres hein, quand même. Hein. Et pas des moindres, ouais. Bah, merci Pravi Sector, hein, donc secteur droit. Hein, les gens au bras droit tendu, là, ceux qui ont une crampe au bras. Oui. Puisque durant la semaine écoulée, donc l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 167 reprises, donc de nouveau moins que la semaine dernière, au cours desquelles 725 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés, donc je rappelle artillerie, mortier et obus de chars d'assaut. Donc là aussi, beaucoup moins que la semaine passée, on est à plus de 1100, hein, donc ça a quand même bien diminué. Il faut y rajouter 27 violations du cessez-le-feu durant les dernières 24 heures. Donc ça a l'air de repartir tout doucement à la hausse. Ah, oui. Il faut se méfier du calme avant la tempête. Oui. Ouais, là, durant toute la semaine, on était quasiment à maximum 20-24 violations du cessez-le-feu par jour. Donc, bon, tendance à surveiller là, dans les jours suivants. Ces bombardements ont touché 24 localités de la République. Donc Edouard Bassourine a fourni des statistiques sur l'ensemble du mois de novembre pour les victimes et les destructions. Donc pour le mois de novembre, les bombardements de l'armée ukrainienne ont fait 1 mort parmi les civils, 6 blessés, et 4 morts parmi les soldats de la RPD et 4 blessés. Donc ça fait quand même toujours trop de personnes hein, qui perdent la vie ou finissent à l'hôpital, parfois grièvement mutilées, hein, parce que bon... Ah oui, oui, les éclats d'obus, etc., ça fait quand même des sacrés dommages corporels. Ouais. Au total, sur le mois, 51 habitations ont été endommagées. Zaïtsevo, Dokuchaïevsk, Yasnoye, Golmovski, donc qui est au nord de Gorlovka, Leninskoye, ça c'est dans le sud de la RPD, Krutaya Balka, Sakhanka et dans le district de Kievski à Donetsk. La nuit dernière, les forces armées ukrainiennes ont aussi de nouveau tiré sur le territoire de la station d'épuration de Donetsk, donc près de Yassinovataya. Bon, heureusement, sans faire de dégâts, ils ont tiré au lance-grenades automatique. Ah oui. Les employés ont trouvé ce matin des restes de grenades tout frais, donc il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Oui, bah oui. Il y a toujours 200 tonnes de produits chlorés à proximité. Voilà. Évidemment. Et l'armée ukrainienne est toujours à seulement 170 mètres de la station d'épuration. Voilà. En violation totale des accords de Minsk, des accords conclus avec l'OSCE, du fait que la zone grise est censée rester démilitarisée, tout ça. On rappelle ce qu'alimente cette station d'épuration en eau donc ça alimente Yassinovataya, Avdeïevka, qui est côté contrôlé par l'armée ukrainienne, oui. Donetsk, une partie de Makeyevka, et puis tous les villages entre Yassinovataya et Donetsk. Donc, ça, en tout, près d'1,5 million de personnes. Voilà. Hein, bon, c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire un commentaire supplémentaire, c'est assez parlant. Hein. Je pense que c'est assez parlant. Bon, ce qui me fait un petit peu craindre que ça va peut-être repartir un peu à la hausse, c'est que si les services de renseignement de l'RPD ont détecté assez peu de pièces d'équipement près de la ligne de front côté ukrainien, à savoir 2 canons automoteurs AK 752 mm et un système de missiles anti-aériens Strela, l'OSCE par contre a détecté l'absence de 60 pièces d'équipement ukrainien. Les zones de stockage où elles devraient se trouver cette semaine, c'est plus que la semaine dernière, on était à 48. Ouais. Donc ils ont noté l'absence de 25 obusiers tractés MSTAB de 152 mm, un système de défense antiaérienne OSA, 9 chars d'assaut T80, 20 chars d'assaut T72 et 5 mortiers de 120 mm. Donc ça veut dire que ces pièces ne sont pas encore sur le front, mais qu'elles vont très certainement s'y diriger. Ça c'est quand même pas très bon. Non. On avait parlé la semaine dernière de l'occupation de ces localités de Gladosovo et de Travnevoye dans la zone grise au nord de Gorlovka, par entre autres le bataillon Haïdar et la 54e brigade de l'armée ukrainienne. Et bon, devant le silence de la communauté internationale et les garants des accords de Minsk qui semblent qu'ils sont prêts à rejouer le même scénario dans la partie sud du front. Donc bon, on se souvient que l'OSCE s'était quand même fait pas mal tenser
Oui. par les autorités de l'RPD, hein, qui ont mis une bonne danse quand même. Oh, c'était mérité. Hein. Voilà, qui était tout à fait mérité. Donc ils ont quand même tenté d'envoyer une patrouille sur place après une semaine, hein, quand même. Oui. Ils ne sont pas trop pressés. C'est peut-être parce qu'Alexander Hoog est suisse. Il n'y a pas le feu au lac. Donc d'après le témoignage téléphonique d'un habitant de Novo-Lugansk, qui est à côté, un de ces deux villages qui ont été occupés, la fourniture d'électricité dans la localité de Travnevoye a cessé une semaine avant l'occupation du village, et la plupart des habitants, qui sont des personnes âgées, ne pouvaient plus se rendre dans le village voisin de Kholmovskoye pour aller y acheter des produits de première nécessité, hein, puisque je rappelle que la seule route asphaltée qui mène à ces villages vient des zones tenue par la RPD. La route qui mène vers les territoires occupés par Kiev, c'est un chemin de terre battu, au beau milieu d'un champ. C'est ça, quoi. Hein. Faut expliquer aux gens. Il semble que la route n'aurait été rouverte que pour les piétons à partir du 27 novembre. Enfin, tu imagines pour les personnes âgées d'aller faire ce chemin à pied. Enfin, bon, clairement. Ouais. Donc le 29 novembre, finalement, l'OSCE a mis sur pied une mission conjointe avec la Croix-Rouge qui lui a amené de l'aide humanitaire et l'ONU dans ces deux localités occupées. Mais bien entendu, l'armée ukrainienne nous a joué l'interruption de dernière minute. Hein. Ils avaient pourtant donné toutes les garanties de sécurité par écrit précédemment. Hein. L'OSCE n'organise aucune mission sans avoir ce genre de garantie. Sauf qu'une fois qu'ils sont sortis du territoire contrôlé par les RPD, les représentants de la Croix-Rouge, entre autres, ont été stoppés par les soldats ukrainiens et renvoyés sous prétexte que leur travail dans les localités mentionnées n'avait prétendument pas été coordonné et qu'il y avait des engins explosifs dans la zone. Bon, clair des mines. Hein, ils avaient eux-mêmes installé, d'ailleurs, donc comme ça c'est pratique, tu vois. Ils installent eux-mêmes les mines pour pouvoir dire après, ah ben c'est dangereux, on peut pas vous laisser passer. Oui, d'accord. C'est intéressant comme concept. Hein, le culot n'a pas de limite. Ils créent eux-mêmes l'excuse pour pas permettre à l'OSCE de faire son travail. Donc ils ont retenté le lendemain, ils ont été un petit peu têtus pour une fois, c'est bien, en passant cette fois par le territoire ukrainien, hein, pour tourner l'obstacle des mines. Hein. Mais, de nouveau, le commandement de l'armée ukrainienne est très inventif, hein, quand il s'agit de cacher ses merdes sous le tapis. Et donc là, ils se sont souvenus que, comme je le disais, il n'y a pas de route asphaltée entre le territoire contrôlé par Kiev et les villages en question. Et a donc utilisé ce prétexte pour refuser de fournir les garanties de sécurité à l'OSCE. Voilà. Ça ose tout. Hein. Ça ose tout. Hein. Bon, de son côté, la République populaire de Donetsk a respecté très strictement le cessez-le-feu, fourni toutes les garanties de sécurité. Bon, on voit bien là qui est-ce qui a des choses à cacher et qui est-ce qui est clean. Hein. Les tentatives quand même assez molles de l'OSCE et de l'ONU d'aller inspecter ce qui se passe sur place, leur manque de réaction publique pour condamner l'occupation de ces villages, ça a quand même scandalisé les autorités de l'RPD, de l'RPL ainsi que la Russie, qui s'est exprimé via son représentant au sein du groupe de contact à Minsk, hein, Boris Gryzlov, qui a dit, je cite, « La délégation russe a souligné de manière ferme qu'il est inadmissible que les forces armées ukrainiennes occupent des zones et avancent vers de nouvelles positions dans la zone grise le long de la ligne de contact, car cela va à l'encontre de l'accord de cessez-le-feu. » Accord de cessez-le-feu dont je rappelle que l'OSCE est garant. Hein. Je rappelle qu'Alexander Hoog s'était porté garant du fait que la zone grise resterait démilitarisée. Bon, on voit ce que valent ces promesses. Hein. Oui, sans compter que, si ça se trouve, hein, je crois que tu l'as déjà dit, il me semble, dans le village, il y a eu des gens qui ont été malmenés par les autres... Qui ont été torturés, il y en a qui ont disparu, donc il semble qu'ils sont en train de faire... procéder à une épuration ethnique là-dedans. C'est peut-être pour ça qu'ils ne voulaient pas que l'OSCE, l'ONU et compagnie... Qu'elle mette son nez là-dedans, hein, bien entendu. Donc M. Gryzlov a aussi souligné que l'Ukraine refuse toujours de publier des ordres sur la punition des violations du cessez-le-feu pour les soldats, alors que les deux parties s'étaient mises d'accord là-dessus, et que l'RPD et l'RPL l'ont déjà fait il y a déjà plus de 2 mois. Hein, comme je le disais, chez nous, les soldats qui violent le cessez-le-feu de manière... non légitime, c'est-à-dire pas pour répondre à une attaque ou à des tirs sur zone civile, ils sont punis, hein, et il y a des ordres qui ont été formalisés sur papier pour ça, donc pour fixer les punitions en cas de violation du cessez-le-feu. Bon, l'Ukraine ne l'a toujours pas fait. Hein. Oui, bah ça... Ça donne aussi une bonne idée de qui c'est qui viole le plus au cessez-le-feu. Hein. Et puisque personne, donc comme je le disais, ne dit rien à l'Ukraine pour l'occupation de ces 2 villages, pourquoi s'arrêter en si bon chemin, hein? On ne change pas une équipe qui gagne.
Oui. Donc c'est Edouard Bassourine qui a révélé que l'armée ukrainienne prévoit de procéder de la même façon à l'occupation de 2 villages de plus dans le sud de la RPD, Viktorovka et Staromarievka, près de Telmanovo, hein, c'est dans la zone centrale entre Donetsk et Novoazovsk. On mettra une petite carte. D'après les données des services de renseignement de la RPD, les administrations locales sont déjà en train de mener des sondages parmi les habitants pour identifier les maisons vides qui pourraient accueillir des soldats ukrainiens. Donc Bassourine a appelé la communauté internationale et l'OSCE à surveiller tout ça et à empêcher cette nouvelle occupation. Puisque suite à l'occupation des 2 premiers villages, Ruslan Yakoubov, donc, qui est le représentant de la RPD au sein du CCCC, donc du Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu, a menacé de réponses symétriques de la part de la RPD en disant en gros, bah, écoutez, si ça vous gêne pas que l'Ukraine occupe des villages de la zone grise, bah, on va faire pareil, hein. Oui, bah, c'est légitime. Non, mais bon, je veux dire, hein. C'est légitime. Là, c'est très légitime. Donc, il semble que cette reconnaissance des soldats ukrainiens pour occuper ces villages se mène entre autres par téléphone, donc où ils se font passer pour des volontaires. Hein, voilà, et donc ils demandent aux habitants, voilà, le nombre de maisons vides, leur état, la loyauté des habitants au gouvernement ukrainien actuel, ce genre de petites choses. Il y avait aussi tout un travail de propagande aussi qui est fait à destination des habitants pour les pousser à demander la présence de soldats des forces armées ukrainiennes dans leur village proche du front pour essayer de légitimer cette occupation totalement illégale, je le rappelle, de la zone grise. Enfin bon, ça c'est très mauvais parce que le fait plus ils se rapprochent, plus les positions des 2 armées se retrouvent proches aussi, ouais. Et bon plus on a le risque d'une nouvelle escalade. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin de s'appeler Einstein ou d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre ce que ça veut dire. Donc ça c'est quand même très très mauvais, et l'inaction, le manque de réaction surtout de l'OSCE et de l'ONU est quand même très préoccupant. Les autres garants des accords de Minsk, j'en parle même pas, quoi. La France, l'Allemagne, c'est les grands muets de l'histoire. Enfin. En étant, je dirais, gentil, hein, des grands muets. Hein. Oui. Non, mais je sais, j'aime bien les euphémismes. Non, mais bon, là, franchement, c'est une honte. Moi, je dis, le jour où les Français verront la guerre à leur porte, il sera trop tard pour vous dire qu'il aurait peut-être fallu réagir avant. Hein. Alors, c'est souvent comme ça, d'ailleurs, oui. C'est souvent comme ça que les choses se passent. Malheureusement, les politiciens qui sont, qui permettent ce genre de choses, seront sans doute ceux qui seront les premiers à partir ailleurs, en exil ou je ne sais pas où, pour protéger leurs intérêts. À l'abri. Voilà. Bon, il semble que ces positions sont quand même pas très très tenables pour les occupants. Donc il y a eu plein de messages qui ont été publiés sur les réseaux sociaux par le service de presse de l'opération antiterroriste, hein, je mets entre guillemets, oui. Accusant la RPD d'avoir chassé leurs troupes de là-bas. Mais en fait, il semble que ce qui s'est passé, c'est un conflit entre le SBU et les forces armées ukrainiennes dans la zone de l'OAT. Donc non seulement les forces armées ukrainiennes se tapent sur la gueule avec les néo-nazis, mais maintenant le SBU se met dans la danse. Pourquoi? Alors, il faut savoir que tant que c'est une opération antiterroriste, oui. C'est le SBU qui est le chef d'orchestre des opérations. D'accord. C'est le donneur d'ordre. Or, avec le vote de la loi sur la réintégration du Donbass, le commandement passe à l'état-major de l'armée ukrainienne. C'est là qu'on commence à voir qu'il y a des histoires de business juteux, de guerre d'influence, de pouvoir, etc., etc. Donc, histoire de démontrer que le pays ne peut pas avoir confiance en l'état-major de l'armée ukrainienne, les chefs du SBU ont envoyé une unité spéciale dans la zone des villages de Gladosovo et Travnevoye, hein, pour liquider les soldats ukrainiens présents sur place. Donc, ceux qui ont le plus souffert, ça a l'air d'être les unités de la 54e brigade des forces armées ukrainiennes, qui occupaient des positions assez désavantageuses sur le plan tactique, très difficiles à tenir, et ça leur a coûté très cher lors de ce jeu de massacre. Donc, les snipers du SBU ont fait 12 morts au sein de la 54e brigade. Hein, voilà, c'est ça les faits, hein, pas l'espèce de soupe qui a été servie par le service de presse de l'OAT, qui a mis bien sûr ses morts sur le dos d'une attaque de la RPD pour les chasser de ces 2 villages.
C'est une attaque fantôme, hein. Ça existe que dans leur tête, elle n'a jamais existé. D'ailleurs, dans le même but de discréditer le commandement de l'armée ukrainienne, le SBU a utilisé son agent, le fameux volontaire dont on avait déjà parlé, Yuri Misyagin, pour accuser nombre d'officiels d'être des incompétents. Et comme toujours, à la veille d'une réunion à Minsk, l'Ukraine essaye d'accuser les RPD de violer le cessez-le-feu, comme d'habitude. Pour la plupart des bombardements cités n'existent même pas. Mais certains existent, mais viennent des positions de l'armée ukrainienne elle-même. Basourine a été ainsi un peu surpris de tirs effectués depuis les positions de la 128e brigade d'infanterie de montagne, qui a tiré sur les positions de la Légion géorgienne. Ah. Cette fameuse unité là avec le loup, le drapeau géorgien et ukrainien ensemble là. Voilà. Donc ça a fait 6 blessés parmi les mercenaires étrangers. Et c'est cette même brigade qui a bombardé aussi le point de passage de Mayorsk le 28 novembre. Donc il semble que le commandant de la brigade soit devenu un petit peu plus prompt à appliquer ce genre d'ordre criminel après avoir reçu des armes personnelles de la part du ministre de la Défense ukrainien. Il se tire dessus, c'est géant comme truc ça. Hein. Non mais c'est... Comment tu veux déliter autrement une armée que de déclencher des guerres intestines comme ça? Oui, mais c'est le problème d'avoir laissé faire la corruption endémique et donc les mecs, dès qu'ils peuvent gratter un peu de pouvoir, un peu de pognon, voilà, ils sont pas prêts à lâcher le beefsteak comme ça, hein. Faut pas rêver, hein. Faut pas rêver. On parlait donc de menaces de Pravi Sector contre la population du Donbass. C'est une découverte qui a été faite hier par des habitants de la région de Debaltsevo. Donc la veille, avant-hier, les forces armées ukrainiennes avaient tiré en fait sur la zone depuis leur position à coups d'armes lourdes interdites par les accords de Minsk. Plusieurs de ces obus ont endommagé des maisons. Il y en a un qui est passé à travers un toit. Ça aurait pu blesser ou tuer des civils qui habitaient là. Heureusement, ce ne fut pas le cas. Mais résultat, le lendemain, les habitants, en ayant regardé leur jardin, leurs champs, etc., ont découvert avec surprise des obus non explosés bourrés de papier. Mais alors bourrés, c'est vraiment... ils avaient fait un énorme rouleau qu'ils avaient tapé dans l'obus, quoi, en fait. Donc, en place d'explosifs. Et une fois qu'ils ont réussi à les sortir, ils ont découvert que c'était des tracts de propagande de secteur droit, donc de Pravi Sector. Je rappelle, bataillon néo-nazi ukrainien. Ah oui, invétéré même. Voilà. Et donc dans ces tracts, ils appellent les habitants du Donbass à fuir pour sauver leur vie, en leur disant que les autorités ukrainiennes n'ont besoin que de la terre et pas des habitants. Donc je vais citer ce charmant petit opus de... C'est vomitif, préparez le sac. Donc ça dit, je cite, « Nous n'avons pas besoin des gens, nous avons besoin du territoire, partez et vous resterez en vie. Salut du secteur droit, nous égorgerons bientôt vos femmes et vos enfants et vous fêterez la nouvelle année sous terre ou en prison, gloire à l'Ukraine. » Ah, c'est délicieux. Voilà, vous pouvez sortir le sac en papier et gerber tout de suite. Voilà. Non, mais c'est magnifique quand même. Alors, ils ont agrémenté ça de photos de plusieurs femmes et enfants qui sont morts sous les bombardements ukrainiens, histoire de... Oui, d'augmenter le côté émotionnel de la... Voilà, histoire de bien montrer ce qui s'explique, voilà, en quoi consiste leur menace. Voilà. Très sincèrement, franchement, là, c'est gerbatoire. Non, franchement, s'il y en a qui osent encore me dire que ces gens-là sont pas des néo-nazis, je leur fais bouffer l'ensemble des tracts qui se trouvaient dans ces obus. Jusqu'à ce qu'ils en fassent une indigestion. Parce que là, pour faire plus clair sur ce qui motive cette prétendue opération antiterroriste de Kiev contre le Donbass, et le côté ouvertement néo-nazi de certaines unités qui combattent sur le front, parce qu'en plus des petites images de femmes et d'enfants massacrés par des obus ukrainiens, on avait aussi la charmante image d'un soldat ukrainien de la Waffen-SS, avec la Wolfsangel sur et le trident sur le casque. Des fois que les gens n'auraient pas compris que c'était un message ouvertement néo-nazi. Voilà. Non, mais c'est bien parce que de ce point de vue, si tu veux, ils révèlent, ils ont assez de bêtises pour révéler, je dirais, la nature exacte de leur comportement et de leur idéologie surtout. Ouais, enfin, bon, c'est pas ce genre de méthode que Kiev va se faire aimer. C'est clair. Donbass, plutôt au contraire. Et puis, alors, s'ils espèrent que les gens vont s'enfuir en courant devant ça, je pense pas, non. Je pense que ça va renforcer la motivation des habitants et des soldats à défendre leur terre contre la résurgence d'un mal que l'on croyait avoir éradiqué en Europe il y a 72 ans et que l'Union européenne est en train joyeusement de financer.
Je dis ça, je dis rien. Pour nos auditeurs, hein, vos impôts servent à financer ces gens-là. Ouais. Ce qui révèle peut-être, il faudra faire un petit tour dans l'histoire là, ce qui révèle peut-être les vraies implications dans le nazisme de l'époque, qui peut expliquer cette implication dans le néonazisme actuel. C'est ça qui est intéressant. Là, il y a des choses à creuser là, parce que... Ah bah, de toute façon, après la Seconde Guerre mondiale, la CIA, et ça a été déclassifié, a financé les mouvements bandéristes, enfin les Louwen, l'UPA, enfin tous ces mouvements-là. Ça a été financé par les États-Unis comme force anti-soviétique. Le but était d'en faire une 5e colonne. Sachant que parmi eux, il y avait des criminels aussi abominables que les Allemands, nazis allemands, qui avaient commis des atrocités dans les camps de concentration. Mais même plus, même les SS allemands, ils avaient envie de vomir quand ils voyaient les méthodes des collaborateurs ukrainiens. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'étaient fait virer, il me semble, à un moment donné. Hein, ils voulaient... trop d'atrocités. C'était vraiment germatoire, hein, je veux dire. Bon, la Shoah par balle, c'était les nationalistes ukrainiens, quoi. Ouais, exact, ouais. Babillard, ouais. Babillard, hein, bon, voilà. Vous irez regarder sur Wikipédia, vous verrez un peu le genre de massacre que ces gens-là ont commis. Les Polonais de Volhynie qui se sont fait massacrer, hommes, femmes, enfants, enfin, une boucherie, quoi. Je veux dire, c'était vraiment à vomir. Donc, bon, les descendants idéologiques de ces gens-là, c'est les mêmes. Hein. Voilà, quand on dit on va venir égorger vos femmes et vos enfants. Et la France et l'Allemagne se taisent. Voilà. Se ferment leur gueule et puis sortent le porte-monnaie pour continuer de financer toutes ces conneries à travers l'OTAN, le FMI, et on autorise tout ça, tout va bien. Non, mais c'est magnifique. Moi, je suis contente de ne plus être en Europe et de ne pas servir à financer avec mes impôts ce genre d'horreur. Hélas pour moi, oui. Si on regarde la situation politique, les accords de Minsk, bon, bah, l'évidence que les accords de Minsk sont morts et enterrés, ça commence quand même à sortir de plus en plus dans la bouche des officiels, surtout ukrainiens. Hein. Bon, surtout dû au fait que Kiev sabote quand même largement ces accords. Oui. Mais devant cet échec, les autorités ukrainiennes sont quand même loin de proposer une solution réaliste. Hein. Ils prennent quand même leur rêve pour la réalité, les mecs. Donc mardi, lors du forum d'experts Ukraine à la recherche d'un équilibre, c'est le ministre de l'Intérieur ukrainien, Arsen Avakov, qui a déclaré que les accords de Minsk sont dans l'impasse et que de nouveaux accords devaient être signés à la place. Enfin, sauf que si vous n'avez pas appliqué les premiers, qu'est-ce qui vous pousse à croire que quiconque va vouloir en signer d'autres avec vous? Oui, hein, oui. Quand on ne tient pas sa promesse, il faut être un con pour signer un truc avec vous quand même. Ils y croient, hein. Ça ose tout. Oui, ils y croient. Voilà, il a aussi ajouté donc que les accords de Minsk sont morts à l'heure actuelle. Il a été rejoint d'ailleurs dans ce sens-là quelques jours plus tard par son ancien conseiller, hein, Anton Gerashenko, hein, le député là qui soutient qui est à l'origine de Mirodvorets là. Ah oui, d'accord. Qui, sur la 5e chaîne télévisée ukrainienne, a déclaré que les accords de Minsk avaient été signés par Kiev pour tromper la Fédération de Russie et qu'il n'a jamais été question de les appliquer. Ouais, ça le mérite d'être clair. Dans le grand silence des garants des accords de Minsk, à part la Russie, hein, bien entendu, mais la France et l'Allemagne toujours aux abonnés absents. Hein. Je ne sais pas où Merkel est partie, mais ça doit être bien ces vacances. Le ministre de l'Intérieur ukrainien a bien entendu sorti qu'il faudrait les remplacer par de nouveaux accords signés dans un nouveau format, en format de Vienne ou de Paris. Pour lui, ces nouveaux accords devraient rendre à l'Ukraine le contrôle total de la frontière avec la Russie, conjointement avec les forces de maintien de la paix de l'ONU, l'introduction des organes judiciaires ukrainiens dans le Donbass et l'organisation d'élections, ainsi qu'une amnistie pour ceux qui ont commis pas des crimes trop graves, hein, du genre meurtre. Donc, bien entendu, tous les soldats de la RPD et de la RPL seraient exclus d'un tel mécanisme d'amnistie, ce qui n'est pas acceptable pour les deux républiques. Le bouclage de la frontière avec la Russie, j'en parle même pas, on en a déjà parlé je sais pas combien de fois. C'est le prélude à une solution croate, donc à une épuration ethnique. Donc des accords pareils, la RPD, la RPL, la Russie encore moins, ne les signeront jamais. Hein, donc sa solution, c'est juste du vœu pieux, quoi. Ils prennent ses désirs pour la réalité. Bon, cette lubie de changer des formats des négociations... Et les accords, c'est pas nouveau. Ils ont proposé plusieurs fois d'inclure les États-Unis, parfois la Pologne.
en excluant la France et l'Allemagne. Bon, tous les pays les plus russophobes de la planète, quoi. Bon, je ne raconte pas les négociations que ça donnerait, ça serait n'importe quoi. Bon, malgré toutes leurs imperfections, les accords de Minsk qui avaient été signés ont quand même permis de faire baisser considérablement le nombre de bombardements et donc de destructions et de victimes, grâce à l'accord entre autres de cessez-le-feu qui avait été conclu avec l'aide de l'OSCE. Oui, c'est pas des accords qui marchent, ils sont à l'agonie, ils sont sous respirateur artificiel depuis un bon moment, mais bon, on ne peut pas leur retirer le fait que ces accords ont quand même apporté un plus et qu'ils avaient une nécessité à une époque un petit peu pour tout le monde, c'est d'ailleurs ce qui a permis leur signature. Oui. C'est-à-dire que je pense que la raclée ukrainienne à Debaltsevo a déjà motivé l'Ukraine à signer les accords. Ça, c'est déjà une chose. Les premiers, c'était après Ilovaisk, la bataille des frontières. Voilà, aussi. Oui. Bien décimé. Et les deuxièmes, la bataille de Debaltsevo était en cours. Elle a été terminée après la signature des accords de Minsk 2. Ils ont été très très mal. Debaltsevo, ça a été... l'armée ukrainienne s'est fait décimer, quoi. C'est littéralement le terme. Pendant ce temps-là, à Kiev, j'en ai deux. Un petit peu tous les deux dans la même veine, d'ailleurs. Alors, le premier, c'est pendant ce temps-là à Lvov. En fait, c'est la RPD et la RPL qui ont mis le bazar à Lvov et ont réussi à interrompre un forum international. On est super fort, quand même. On est à super distance fort. À distance, ouais. En fait, c'est le chef de l'administration régionale de Lvov, Oleg Sinyutka, qui a fait un scandale lors du forum sur la sécurité internationale. C'est les médias ukrainiens qui ont rapporté ça. Donc, je cite ce cher monsieur. Donc, les territoires du Donbass ont été marqués sur la carte comme étant des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Sinyutka est monté sur la scène et a commencé à protester contre le modérateur du forum, Miroslav Gongadze, le vice-président la vice-présidente Oksana Siroyed et le maire de la ville, Andrei Sadovoy, qui avait donc lancé le premier jour de l'événement. Donc le gouverneur a pété un câble en déclarant que le forum était un élément de guerre hybride et de provocation avant de quitter la salle. Donc tu vois le truc. Plus tard, donc, ce commentaire de Sinyutka a été publié sur le site internet de l'administration régionale de Lvov, histoire d'en rajouter une bonne petite couche dans le scandale. Donc cette déclaration indique: nous sommes à Lvov à une conférence aussi importante et je pense qu'aujourd'hui c'est un tour provocateur contre les orateurs invités. Je crois que c'est un élément de guerre hybride qui est dirigé contre l'Ukraine afin de déstabiliser la situation dans la région de Lvov. Il a ce rapport publié sur le site internet donc, de l'administration indique également que M. Sinyutka a demandé au SBU d'effectuer une inspection et de traduire en justice les personnes impliquées dans l'affichage de cette carte malencontreuse. Oui, mais c'est même, il faut les torturer et même les fusiller devant un peloton d'exécution. Voilà. C'est évident, je veux dire, c'est extrêmement grave. Tu vois l'hystérie, les mecs sont complètement fous. Ouais. Et puis, quitte à faire dans les régions séparatistes qui mettent le bazar, la Crimée s'y est mise aussi. Alors, cette fois, c'est la BBC qui a foutu la merde. Ils ont fait une annonce vidéo sur le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018, qui doit avoir lieu, je le rappelle, en Russie. Et puis là aussi, ils ont montré une carte, et puis sur la carte, la Crimée a été marquée comme faisant partie de la Russie. Voilà. Donc la vidéo qui avait été publiée le 30 novembre sur le site de la BBC a depuis été enlevé, parce que ça a suscité bien entendu des réactions hystériques sur les réseaux sociaux. Même le représentant de la Commission européenne, Adam Krasnowski, a exprimé son mécontentement. Il a dit: pourquoi est-ce que cette carte représente la Crimée en tant que partie de la Russie? La Crimée était illégalement annexée et fait partie de l'Ukraine selon la loi internationale. Bon, en vrai, non, selon la loi internationale, elle fait partie de la Russie, mais bon, c'est pas grave. Petits arrangements entre amis. Bien entendu, suite à toute cette hystérie, la BBC, donc, comme je l'ai dit, a retiré l'annonce de son site. Bon, c'est pas la première fois, il y a eu d'autres précédents de publications occidentales ou de médias occidentaux qui avaient publié des cartes montrant la Crimée comme étant partie intégrante de la Russie, comme la revue italienne Limes, la maison d'édition tchèque Otovo Nakladetsky. Ils avaient publié un atlas du football avec la Crimée représentée en tant que territoire russe, ce qui avait un petit peu provoqué le mécontentement de l'ambassadeur d'Ukraine en République tchèque. Les éditions françaises du Rocher et Larousse avaient elles aussi placé la Crimée sur une carte comme étant
russe dans leurs encyclopédies, hein, ce qui avait là aussi provoqué l'hystérie de Kiev. Donc, non, mais c'est rigolo, quoi, tu vois, c'est rien qu'avec la présence sur une carte, RPD, l'RPL et la Crimée arrivent à foutre le bazar partout. C'était magnifique. Ah ouais. On est surpuissant, en fait. Hein, c'est extraordinaire. Là, vous avez une arme imparable. Hein, une destruction massive. Je lisais d'ailleurs récemment sur le Seeker, hein, la version anglophone, un article sur l'état de la confrontation, de la guerre entre les États-Unis et la Russie, en disant qu'actuellement, c'est beaucoup informationnel. Elle peut dégénérer en autre chose. Et le Seeker disait que les Russes rigolent beaucoup de toute cette hystérie autour du fait qu'ils seraient surpuissants, qu'ils interfèrent dans les élections. Et ils ont fait un sketch. Bon, il existe qu'en russe, je suis désolée, on mettra un petit lien vers la vidéo YouTube, qui est très rigolote, avec un sketch avec 3 acteurs, 3 humoristes là, qui jouent Poutine, Kim Jong-un et Angela Merkel. Alors, je vais expliquer un petit peu le sketch pour ceux qui ne comprennent pas le russe. Donc, dans ce sketch, on découvre que Kim Jong-un et Angela Merkel, déjà Angela Merkel serait un homme, et les deux seraient des agents du Kremlin, en fait, travaillant pour la Russie. Tu vois, ça part complètement dans un délire. Genre, ils ont des agents infiltrés à la tête de la moitié des États de la planète. Enfin, tu vois le truc, quoi. Ils en rigolent. Les Russes, ils en rigolent, mais vraiment bien, quoi. Hein, de voir qu'on les décrit comme étant capables d'interférer sur toutes les affaires. C'est tellement ridicule, c'est tellement absurde. Je veux dire, il y a un intervenant, pour le nommer, Dimitri de Koshko, qui expliquait que on ne peut pas imaginer, sauf mettre un agent russe derrière chaque Américain, on ne peut pas imaginer que la Russie ait pu, à ce point-là, faire balancer les élections présidentielles. Non, mais c'est complètement ridicule. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça devient de l'hystérie complètement. Donc là, on le voit, hein, avec ses réactions, avec ses histoires de cartes. Je veux dire, à un moment, il y a un état de fait. Qu'il ne vous plaise pas, c'est une chose. Mais voilà, faut arrêter l'hystérie. Et puis bon, vu les menaces, etc., et puis la façon dont les autorités de Kiev traitent la population du Donbass, entre ceux qui les traitent de cafards, au sens littéral du terme, ceux qui te disent qu'en gros, parce que bon, j'ai pas tout mis là-dedans, j'encourage les gens à aller regarder les articles de la semaine. J'ai fait tout un article sur des propositions délirantes de certains députés, de faire des espèces d'amnistie, mais où les gens devraient demander pardon aux autorités ukrainiennes dans le Donbass, et où pendant 10 ans les gens ne pourraient pas voter, ne pourraient pas être élus, ne pourraient pas occuper des postes dans l'administration. Ça rappelle les lois de Nuremberg. Je vous encourage à aller regarder sur Wikipédia ce que c'était. Vous remplacez le mot juif par le mot habitant du Donbass, voilà, vous avez quasiment les mêmes. Donc, entre ça et puis ceux qui les traitent de cafards, là, c'est... Vous croyez vraiment que vous allez faire revenir les gens comme ça dans votre pays? Non, mais allô? Non, ça va pas marcher, hein. Puis plus vous les traitez comme ça, puis plus vous menacez d'égorger leurs femmes et leurs enfants, puis plus vous les motivez à se défendre contre vous, hein, ça c'est clair, hein. Ils sont nés sur ces terrains-là, sur ces territoires-là. Ils sont nés sur ces territoires-là, ils n'ont absolument pas l'intention d'en partir, et surtout pas en se disant que s'ils échouent à défendre le territoire, que leurs femmes et leurs enfants vont se faire égorger. Là je peux te dire qu'ils vont être montés à bloc, les gars. Hein. Donc bon courage. Nous, pendant ce temps-là, on n'a pas des gars du SBU qui nous tirent dans le dos et autres joyeusetés du même tonneau. Oui. Non, ça, je dis rien. Donc, je pense que ça va être assez chaud cet hiver sur le plan militaire. Pour l'instant, c'est très calme, c'est assez bizarre. Là, le temps s'est radouci, donc je pense qu'on va peut-être revoir un retour des bombardements, situation à surveiller. Mais je pense de toute façon que la situation en Ukraine va devenir de plus en plus intenable avec toutes ces lois qui sont en train de voter. La Hongrie, donc là aussi, pareil, j'en ai pas reparlé, mais j'encourage les auditeurs à aller regardez donc les articles de la semaine. Donc j'ai fait une traduction d'un article de mes collègues sur la situation avec la Hongrie, qui pousse en fait de plus en plus pour soutenir l'autonomie de la Transcarpathie. Donc en clair, c'est ce que je disais, hein, les voisins sont déjà en train d'affûter. Parce que la Hongrie, c'est le plus visible. La Hongrie, il faut savoir qu'ils ont distribué 200 000 passeports hongrois à des citoyens ukrainiens, ce qui normalement est interdit, hein, parce que les Ukrainiens ne peuvent pas avoir de double nationalité.
Donc on a 200 000 citoyens ukrainiens qui ont aussi la nationalité hongroise, en totale violation de la constitution ukrainienne. Mais c'est-à-dire que la menace hongroise était claire, hein, c'est-à-dire que Ah il bah faudrait pas. là, je crois que Orban a bien senti que là, il avait le prétexte parfait, parce que ça fait un bon moment hein, que la Hongrie veut récupérer la Transcarpathie, c'est pas nouveau. Ils ont mené depuis des décennies donc ces distributions de passeports que Kiev a laissé faire de manière assez hallucinante. Ils ont laissé les autorités hongroises s'infiltrer dans le système scolaire, donc former les enseignants, fournir le matériel pédagogique, s'insérer aussi dans le système social, enfin les infrastructures sociales. Enfin, c'est du délire quoi. En fait, pour économiser de l'argent du budget, ils ont laissé la Hongrie s'infiltrer en Transcarpathie de telle manière que maintenant qu'ils sont bien implantés, qu'ils ont les griffes bien plantées dedans et puis qu'ils voient que l'Ukraine est en train en fait de se décharner complètement, le fait que la Hongrie commence maintenant publiquement à dire que bon, ils sont pour l'autonomie de la Transcarpathie, ça veut dire que la Hongrie a parfaitement compris que l'Ukraine est en train de se décomposer sur pied et que dans très peu de temps, l'Ukraine ça n'existera même plus. Et la Hongrie n'est pas la seule. La Hongrie est la plus, on va dire, le voisin le plus franc, le plus transparent, mais il ne faut pas se leurrer. Hein. La Pologne et la Roumanie, ils ont les dents qui rayent le plancher aussi. Hein. Ils ont déjà les couteaux sortis. Hein. La Pologne, ça fait un bon moment là qu'ils sont en train de rappeler que Lvov est polonaise. Ah, le problème, c'est qu'il y a l'extrême droite, enfin les néo-nazis ça va être du sympa. secteur. Entre les nationalistes polonais et les nationalistes ukrainiens, je pense que ça va être très drôle. Ça va être sportif. La Roumanie, ils regardent sur la Bucovine et sur la Bessarabie du Sud. Donc, tous les voisins, ils commencent déjà à affûter les couteaux. Hein. Donc ça, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'ils savent très bien, ça veut dire que c'est pas des idiots, ils savent très bien quel est l'état réel de l'Ukraine. Et ils savent que l'Ukraine n'en a plus pour longtemps à vivre, qu'elle est en train d'exploser en plein vol. Parce que toutes les dernières lois de Kiev, de toute façon, ça mène qu'à ça. Hein, à partir du moment où tu as Viktor Orban qui demande à son armée de lui trouver une solution militaire en cas de nécessité. Protéger les Hongrois ethniques de Transcarpathie en cas de problème. Voilà. Je crois que ça se passe de commentaires. Tout le monde a bien compris. Donc, faut surveiller tout ça. Parce que je pense que ça risque de déraper brutalement entre l'instabilité qui est toujours entretenue à Kiev, hein, Saakashvili jouant les victimes, ça j'en ai pas parlé, mais bon, il est là, oui, Poroshenko veut m'arrêter, protégez-moi, enfin tu vois le truc. Ouais. La situation économique de l'Ukraine qui est très mauvaise, l'UE ayant refusé de débloquer une dernière tranche d'aide de 600 millions d'euros, si je te dis pas de bêtises. Ça risque d'accélérer les choses, hein. Donc là, Kiev est en train de mendier, il est en train de mendier auprès d'autres instances 700 millions. Donc, il y a un moment où la mendicité, ça marche plus quand même. Hein. Ça va 5 minutes, mais bon. Donc, l'Ukraine, je la vois très très mal partie là quand même. Je la vois très très mal partie. Donc, situation à surveiller. J'espère que la situation va rester calme dans les prochaines semaines, qu'au moins on arrive à passer des fêtes de fin d'année. Pas sous les bombes, si possible. Moi, je te dirais que malheureusement, j'y crois pas beaucoup. Hein. J'y crois pas beaucoup non plus, mais enfin bon, je vais quand même prier pour. Et puis voilà, pour information à destination de nos auditeurs, comme l'année dernière, mais cette fois-ci plus tôt, j'ai fait un calendrier 2018 du Donbass. Je passe des photos que j'avais prises donc cette année, tout au long de l'année. Soit lors d'événements publics, soit lors de reportages sur le terrain. Donc on mettra le petit lien sur la plateforme lulu.com sur laquelle donc, les gens peuvent acheter ce calendrier. Voilà, donc c'est des photos qui sont relativement exclusives. Vous pouvez avoir un calendrier chez vous avec des photos du Donbass. Voilà, c'est pas les mêmes que celles de l'année dernière. Et vous aurez un joli calendrier. Il est assez grand, hein, c'est du format quasiment A4, cartonné, donc assez belle facture. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, vous faites plaisir en faisant des cadeaux de Noël. Voilà, ça me permettra de financer un petit peu mon travail ici. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'il faut bien le financer, hein. Tu manges, tu payes un loyer, tu payes de l'essence, beaucoup d'essence, hein, tous ces reportages, les actions humanitaires.
faut savoir que pour les actions humanitaires, l'essence que ma voiture consomme n'est pas prise sur le budget humanitaire. Donc je le prends sur mon budget à moi pour ne pas amputer le budget humanitaire. Donc j'ai des frais d'essence qui sont très très élevés. Cela, avec maintenant l'arrivée de l'hiver et des températures très très froides, nous multiplions les actions humanitaires pour essayer de permettre aux gens de passer l'hiver dans les meilleures conditions possibles. De les soulager autant que possible. Autant que faire se peut. Tout ça, c'est beaucoup de déplacements et donc c'est beaucoup d'essence. Donc tout ça, c'est des frais. Donc voilà. Donc là, vous avez l'opportunité de pouvoir aider tout en ayant un petit truc tangible, un petit cadeau unique que vous pouvez garder après, ils seront collector parce qu'il n'y en a pas deux qui sont pareils. Le calendrier 2018 n'est pas le même que le calendrier 2017, c'est pas du tout les mêmes photos. Donc chacun est unique, donc voilà, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Très bien. En tout cas... je vous dis à la semaine prochaine pour la 68e SITREP. En tout cas, merci Christelle pour ce travail justement, et j'espère que nos vidéos spectateurs seront nombreux à essayer de t'aider, s'ils peuvent, évidemment, mais quand ils peuvent, d'essayer quand même de t'aider, parce que évidemment, tu as beaucoup de dépenses, pour nous rapporter gratuitement, en fait, ces informations à travers le SITREP, et pas seulement d'ailleurs. Voilà. Oui. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine, Tom. À la semaine prochaine. Au revoir Christelle. Bonne soirée. Au revoir.